le loup est sans doute l'animal le plus politique de France. Bon, il se bagarre avec le sanglier pour ce titre, mais je pense quand même qu'il le mérite. À chaque fois qu'on parle de lui, on parle de l'État, des éleveurs, des écologistes, des chasseurs. On parle des décisions prises à Paris ou à Bruxelles, et surtout on parle d'un soupçon. Depuis 30 ans, une partie du pays est convaincue qu'on lui ment. On lui mentirait sur l'arrivée du loup, on lui mentirait sur son origine, on lui mentirait même sur sa nature biologique. Dans les commentaires de ma vidéo sur le loup, puis de mon short sur la question justement de sa réintroduction, il y a une phrase qui revient tout le temps. Alors c'est pas toujours les mêmes mots, mais c'est toujours la même idée. Le loup a été lâché volontairement. Voilà, on l'a mis là, c'est pas un retour naturel. Et très souvent, une deuxième accusation arrive juste derrière. Ce qu'on appelle aujourd'hui le loup en France, ce serait pas vraiment un loup. Ce serait un hybride, un croisement chien-loup. Donc au fond, toute l'histoire officielle serait fausse. Alors aujourd'hui, on va prendre ces accusations au sérieux sans traiter les gens de complotistes. Parce que vous allez voir, il y a des failles, il y a des témoignages, il y a aussi des cas étranges. Donc on va reprendre les choses calmement. Ce qu'on sait, ce qu'on peut raisonnablement penser, ce qui reste trouble et ce qui tient pas. Alors cette vidéo est le fruit de longues recherches, des dizaines d'heures à éplucher des dossiers, à lire des témoignages, des études scientifiques, mais bien sûr, j'attends vos commentaires. Si je suis passé à côté de quelque chose, simplement dites-le moi. L'idée, c'est d'avancer ensemble sur ces questions et pas de vous assommer avec ma science. Allez, on met les pieds dans le plat. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Avant d'entrer dans le soupçon, il faut poser les choses. Le discours officiel, c'est que le loup de France appartient très majoritairement à la lignée italo-alpine. On parle de Canis lupus italicus, mais l'étiquette, c'est pas le point le plus important, vous allez voir, ce qui compte, c'est l'origine de la population. Et cette population italienne, qui avait fortement régressé au XXe siècle, sans toutefois disparaître, a ensuite servi de noyau à une recolonisation vers les Alpes françaises. La première présence officiellement documentée date du 5 novembre 1992 dans le Mercantour. Le suivi génétique démarre ensuite en 1994 et rattache les premiers animaux suivis à cette population italienne. Et biologiquement, disons les choses, ce retour naturel est tout à fait plausible. Un loup en dispersion peut parcourir des centaines de kilomètres. Des cas exceptionnels dépassant les 1000 kilomètres ont même été documentés ailleurs en Europe. Donc on n'a pas besoin d'imaginer un grand scénario caché pour expliquer qu'un loup venu d'Italie arrive dans les Alpes françaises. Ça, c'est un fait. Mais voilà ce qu'il faut comprendre dès le départ. Retour naturel plausible et intervention humaine possible, c'est pas mutuellement exclusif. Les deux peuvent être vrais en même temps. Et c'est précisément cette zone-là qu'on va explorer. La pièce la plus sérieuse pour entrer dans ce dossier, c'est le rapport numéro 825 de la commission d'enquête parlementaire, présidée par Christian Estrosi avec Daniel Spagnou comme rapporteur, remis le 2 mai 2003. Et avant d'aller plus loin, il faut préciser ce que c'est ce rapport, sinon vous allez voir une feuille A4 posée sur un bureau. C'est un document lourd, 179 pages avec des auditions menées du 11 décembre 2002 au 2 avril 2003. 285 personnes entendues lors de 65 auditions organisées. 14 tables rondes, des déplacements dans 7 départements concernés et en Italie, et l'audition de tous les ministres de l'Environnement qui se sont succédés depuis 1992. Oui voilà, c'est quand même du boulot. Et avant encore d'aller plus loin, il faut rappeler qui est Christian Estrosi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas exactement un défenseur du loup. Député des Alpes-Maritimes, élu de terrain de zones directement touchées par la prédation, il est à l'époque l'un des parlementaires les plus fermement opposés au retour du loup en France. Et c'est précisément ce qui donne du poids à ce rapport. Alors, que dit-il ? Alors déjà, premier point, il juge probable l'existence de lâchers clandestins. Il signale les risques liés à des loups détenus en captivité. Il prend au sérieux l'idée que des interventions humaines isolées aient pu exister. Mais, chose importante, il reconnaît aussi ne pas pouvoir prouver tout ça. Sur le retour naturel depuis l'Italie, le rapport est prudent. À l'époque où il est écrit en 2003, il le qualifie de possible, mais de pas encore démontré. Sur la question du complot, je le cite. En tout état de cause, ces lâchers n'ont sans doute pas fait l'objet d'un complot impliquant le Parc national du Mercantour et la direction de la nature et des paysages du ministère de l'Environnement. En page 19, le rapporteur va même plus loin. Si un tel complot avait existé, la majorité des témoins entendus auraient menti délibérément sous serment, ce qu'il juge improbable. Voilà, une commission qui n'avait aucune raison de mentir et dont les acteurs principaux étaient hostiles au loup, ne valide pas la thèse du complot organisé. Ça, c'est un point. En revanche, la commission a établi autre chose avec certitude. Le parc naturel du Mercantour et la direction de la protection de la nature du ministère de l'Environnement savaient que le loup était là. Mais sa présence a été cachée à la ministre de l'Environnement de l'époque
au préfet des Alpes-Maritimes et aux élus locaux. Les Français ont droit à être informés. En effet, elle n'a été rendue publique qu'en 1993, un an donc après la première observation officielle. Le rapport appelle ça un déni de démocratie, Estrosi, lui, carrément emploie le mot de manipulation. Ce rapport ne parle pas d'une réintroduction organisée, mais d'une administration qui a décidé seule de gérer une information qui, de fait, concernait un peu tout le monde. Et c'est précisément pour ça que la défiance dure depuis 30 ans. Prenons un cas souvent cité, le loup de Fontan, tué en 1987 dans le Mercantour. L'administration s'était appuyée sur une expertise attribuée au Muséum national d'histoire naturelle pour le qualifier d'origine domestique. Le problème, c'est qu'à ma connaissance, on ne dispose pas d'une expertise génétique moderne publiée sur ce spécimen précis. Et croyez-moi, j'ai cherché. Donc le dossier reste ce qu'il est. Un cas isolé et ancien, mais sans preuve irréfutable. Oui, on est en 1987, il leur manquait des armes pour trancher la question définitivement. Et c'est typiquement le genre d'affaire, évidemment, qui nourrit le soupçon. Mais même si ce loup était suspect, un individu isolé ne démontre pas une politique de réintroduction. Autre élément régulièrement cité, l'affaire Jacques Delperrier de Baillac. Une enquête de l'émission Secret d'info menée par Jacques Monin sur France Inter en mai 2016 rapporte que cet écrivain aurait reconnu, auprès de Michel Pfeffer, avoir lâché des loups captifs dans le Mercantour en 1993, après une période plus ancienne évoquée pour 1968. Là encore, il faut être précis. C'est un aveu qui aurait été fait à un tiers, Pierre Pfeffer, puis rapporté ensuite. C'est pas un document administratif ni une preuve matérielle. Est-ce qu'il faut l'ignorer pour autant? Non. Mais même si on prend ce récit au sérieux, il raconte au mieux une initiative clandestine individuelle. Toujours pas une politique publique secrète. Mais on avance. Et puis il y a le témoignage qui revient sans doute le plus souvent dans vos commentaires, celui d'Éric Lebec, ancien chargé de communication de l'Office national de la chasse. L'ONC, avant l'ONCFS, avant l'OFB, l'ONC a su qui et comment des loups ont été transportés pour traverser la vallée du Rhône. Il affirme que l'administration aurait eu connaissance du transport de loups à travers la vallée du Rhône avec des complicités, sans jamais les avoir transportés elle-même. Sur l'arrivée naturelle dans les Alpes d'ailleurs, il dit la même chose que la science. Il reconnaît cette possibilité. Les loups sont arrivés dans les Alpes par leurs propres moyens. Ils n'ont pas été transportés. Ensuite, d'autres loups ont été étendus à travers le territoire et en particulier traverser la vallée du Rhône avec des complicités dont l'ONC était informée. Mais sur la suite, sur cette histoire de complicité qui concentre finalement toute la charge de l'accusation, il ne produit rien de vérifiable. Pas un nom, pas une date précise, pas un document, pas un élément matériel permettant de remonter une chaîne de décision. Oui, pour démontrer quelque chose, il faut du solide. Et quand on lui demande tout ça, il répond surtout sur sa liberté de parler aujourd'hui, pas sur les faits qui permettraient de vérifier. Alors à ce stade, il faut être clair, et je traite tous les dossiers avec la même rigueur intellectuelle. Ce témoignage existe, mais il n'est pas une preuve exploitable en l'état. Parce que je vous le dis avec force, les amis, il faut résister à une tentation très forte. Quand un témoignage confirme ce qu'on pense déjà, on a envie de le traiter comme une preuve définitive. Ça s'appelle un biais de confirmation, et je me bats contre ça depuis plus de 6 ans. Alors comprenez, c'est pas aujourd'hui que je vais me vautrer dedans. Donc, première réponse. Et faites attention parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. La question que tout le monde se pose, c'est l'État a-t-il organisé une réintroduction du loup? Et à cette question-là, je pense qu'on peut répondre non. En tout cas, il n'y a pas de preuve et le rapport Spagnou, mené par des gens qui voulaient trouver quelque chose, ne l'a pas trouvé. Mais cette question, à mon avis, c'est pas la bonne question. Parce qu'elle suppose un plan, une décision, une chaîne de commandement. Et si cette chaîne n'existe pas, on conclut que rien ne s'est passé. Ce qui est faux. La vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que différents acteurs, à différentes époques, avec des intérêts convergents et des silences complices, ont contribué à un résultat que personne n'a officiellement décidé, mais que beaucoup ont laissé advenir? Et là, le dossier ne se referme pas aussi proprement. Des particuliers idéologiquement motivés qui lâchent des loups dans la nature. Des associations dont le rapport Spagnou lui-même pointe la porosité avec l'administration. Une administration qui savait, qui a choisi de se taire et qui, selon certains témoignages, aurait eu connaissance de transports sans les empêcher. Une quarantaine de tentatives de réintroduction répertoriées par le ministère lui-même entre 1950 et 1989. Enfin, un parc national qui gérait l'information en circuit fermé. Alors c'est pas un complot, ça ressemble plus à une convergence, c'est pas tout à fait pareil. Et d'ailleurs, remarquez une chose, la question « l'État a-t-il organisé une réintroduction ?» est finalement très commode. Parce que la réponse est non, et ce non permet de ranger tout le monde dans la case complotiste sans jamais avoir à répondre sur le fond.
Alors oui, une convergence diffuse d'intérêts, c'est moins flamboyant qu'un complot. Mais c'est aussi beaucoup plus difficile à balayer selon l'état du dossier. Mais il y a un deuxième volet dans cette affaire, figurez-vous. On nous mentirait aussi sur la vraie nature du loup. Une phrase revient très souvent dans les commentaires de mes vidéos. Ce sont pas des vrais loups, ce sont des hybrides. Et si c'était vrai, évidemment, biologiquement et juridiquement, ce serait plus la même histoire. Donc on va regarder tout ça avec la même rigueur. En 2017, un reportage de France 3 médiatise des analyses commandées au laboratoire allemand Fortgen par un collectif d'éleveurs et d'élus. Et on en vient à cette étude réalisée par un laboratoire allemand spécialisé dans la génétique. Cette étude confirmerait l'hybridation entre les loups et les chiens. Le résultat annoncé est spectaculaire. 20 profils de loups classés hybrides sur 20 analyses jugées complètes par le laboratoire. 20 sur 20. Alors forcément, quand ce chiffre sort, c'est branle-bas de combat. Parce que des hybrides, c'est plus des loups. Et pendant des années, cette question a eu un enjeu juridique énorme, parce que c'était le loup qui était classé comme strictement protégé Canis lupus, pas un hybride de loup. Donc la preuve apportée par les analyses ouvrait la porte à la destruction de ces animaux. Oui, les commanditaires de l'étude se sont dit « voilà, c'est réglé, c'est pas des loups, on l'a prouvé ». Et c'est là qu'on va assister à une bataille de labos, parce que l'ONCFS, l'ancêtre de l'OFB, avait déjà publié avec un autre labo, Antagène, un état des lieux beaucoup plus large, avec des taux d'hybridation beaucoup plus faibles. Le rapport ONCFS Antagène 2018, portant sur 586 profils génétiques recalibrés, indique 3,6% de profils hybrides de première génération et 7,5% avec un héritage chien plus ancien. Donc oui, l'hybridation existe et c'est pas un fantasme. En même temps, quand on regarde l'histoire de l'espèce et la domestication du chien, ne rien trouver aurait été hautement improbable. Voilà, c'est un peu comme le sanglier avec le cochon. Mais en tout cas, ces dernières données ne montrent pas une population française massivement composée d'hybrides. Bon, je vous entends d'ici. À ce stade, on a un laboratoire qui dit une chose, et un autre laboratoire qui dit autre chose. Alors comment on tranche? C'est là qu'intervient le Conseil scientifique du Plan national d'action loup en 2019. Son rôle ici, c'est pas de choisir le laboratoire qui lui plaît le plus, c'est de regarder, dans ce cas précis, quelle méthode tient debout. Et il commence par un point très concret. Certains marqueurs génétiques utilisés par Fortgen et Antagène peuvent être comparés. Autrement dit, sur une partie des analyses, les deux laboratoires regardent des zones comparables de l'ADN sur les mêmes échantillons. Donc normalement, ils devraient retrouver les mêmes résultats. Or, sur 38 génotypages comparables, seuls 22 donnent le même résultat. Ça veut dire que dans 16 cas sur 38, les deux laboratoires ne lisent pas la même chose. C'est quand même déjà un problème. Alors à ce stade, ça suffit toujours pas encore pour dire qu'ils se trompent. Ça montre seulement qu'il y a un poil de huc sur le gigot de mamie. Mais malgré tout, il y a un contexte. D'un côté, Antagène travaille dans le cadre du suivi institutionnel de l'ONCFS sur des séries plus larges, avec une méthode que le conseil scientifique juge exploitable, même avec des réserves sur certains échantillons dégradés. De l'autre, Fortgen présente beaucoup plus de fragilité, une méthode statistique pas clairement décrite, une validation insuffisante pour ce type d'analyse et des résultats aberrants. Le plus parlant, c'est quand même l'épisode du dingo. En effet, dans les résultats Fortgen, un échantillon ressort et qui se rapproche du dingo, le canidé australien. Et c'est pas le seul moment étrange. Le conseil scientifique cite aussi l'interprétation Fortgen d'un échantillon, le 629-18, et là, accrochez-vous. Dans le même passage, l'échantillon est présenté comme loup d'après l'identification de l'espèce, avec une lignée maternelle loup, puis comme loup ou hybride, puis comme plutôt typique des loups de France ou des loups de Mongolie, avec le chien exclu, mais, attention, c'est là que c'est fort, avec une grande similarité avec le renard. Donc si je résume, loup, peut-être hybride, mais plutôt France, peut-être Mongolie, pas chien, mais proche du renard. Voilà, c'est quand même pas bien évident. Et au-delà de ces exemples, le conseil scientifique formule une critique de fond beaucoup plus sévère. Il écrit que les résultats et interprétations de Fortgen ne correspondent pas aux standards scientifiques minimaux. Il ajoute que certains éléments suggèrent que ce laboratoire ne maîtrise pas le savoir-faire pour ce type d'analyse, et il parle même de parties du texte et des tableaux littéralement incompréhensibles et dépourvus de toute cohérence. Donc la conclusion du conseil scientifique est « Antagène est exploitable avec prudence ». Fortgen n'est pas fiable pour ce type d'analyse. Donc à partir de là, si on regarde les éléments de manière factuelle, on ne peut pas utiliser Fortgen pour affirmer que la population française serait massivement composée de faux loups. Ce qui est frappant dans ces deux dossiers, c'est qu'ils fonctionnent exactement de la même façon. Au départ, il y a bien quelque chose. C'est d'ailleurs pour ça que le récit tient. Pour l'origine du loup, il y a des lâchers clandestins possibles, des animaux captifs, des cas anciens mal documentés, des témoignages, des zones grises. Pour l'hybridation, c'est pareil, il y a un fait réel, des croisements loups-chiens existent. Donc les gens qui posent ces questions ne sont pas de vulgaires complotistes, il y a bien une matière de départ. Mais la conclusion de ces recherches, en étant parfaitement honnête, comme toujours sur cette chaîne, sur l'origine du loup,
je n'ai pas trouvé de preuves solides d'une réintroduction officielle organisée par l'État français. Le rapport parlementaire de 2003, pourtant très critique sur les conditions du retour du loup, ne conclut pas à un complot impliquant le parc du Mercantour ou le ministère de l'Environnement. Alors oui, on peut quand même demander des comptes. On peut refuser les récits officiels trop propres quand le réel est plus compliqué. Mais il faut aussi nommer ce qu'on peut réellement défendre. Ce que j'ai trouvé, c'est pas un complot d'État, c'est quelque chose de plus diffus. Une convergence d'intérêts, de silence, de complicité à différents niveaux. Personne n'a forcément décidé, mais beaucoup ont laissé faire. Et si vous avez des éléments que j'ai pas vus, des documents, des sources primaires vérifiables, alors pas des vidéos YouTube ni des témoignages invérifiables, je suis preneur. Encore une fois, c'est comme ça qu'on avance. Voilà, j'attends vos commentaires avec impatience. Cette histoire n'est pas nette et on n'en sait sans doute pas le 10e. Mais pour affirmer des choses, il faut du solide. Sinon, ça s'appelle une croyance. Alors ça peut se défendre une croyance, mais ça peut pas se travestir en réalité scientifique. En attendant, restez au frais. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.